peut vraiment être un défi. Donc, j'ai invité 3 personnes différentes. La première ici, Mathieu Troussel, qui est le fondateur, cofondateur ou fondateur? Cofondateur de Archives VR. Donc, je vais vous lire rapidement les biographies de tout le monde, puis ensuite, on va faire des présentations. Donc, Mathieu Troussel est un créateur qui brille par son expertise variée. Son parcours académique, de l'estimation en génie civil au design et à la scénographie, a établi les bases d'une carrière polyvalente. Fort d'une expérience en tant que designer scénographe, il a perfectionné ses compétences en gestion de projets et planification financière pour des projets culturels variés. En tant que cofondateur de l'entreprise Archives VR à Montréal, il a fusionné sa passion pour le design avec une vision actuelle de la préservation du patrimoine via la réalité virtuelle. Mathieu possède une grande compétence dans la création et la gestion de projets numériques immersifs, notamment dans les domaines culturels, touristiques, patrimoniaux et muséaux. Merci d'être ici avec nous. La deuxième personne au milieu, Éric Desmarais, très connu. Éric Desmarais, directeur de Sporobol depuis 2010, un centre d'artistes situé à Sherbrooke, au Québec. Fondé en 1973, le centre est aujourd'hui spécialisé en création technologique et accompagne les artistes à toutes les étapes de leur processus de création grâce à plusieurs programmes de résidence, de recherche, de production et de diffusion. Sporobol lance en 2014 le programme Interface Arts-Sciences, qui réunit des artistes et des chercheurs pour des résidences de recherche et de co-création de longue durée. Le programme a ainsi permis des collaborations intersectorielles entre art et intelligence artificielle, génie mécanique, biotechnologie, astrophysique, géomatique et physique quantique. Et finalement, Aurélie Besson est directrice générale et artistique de Molière à Montréal depuis 2016. Elle y a développé des projets collaboratifs en Chine, au Brésil, au Mexique, en France, en Slovaquie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Suisse et au Canada. C'est pas peu dire. Depuis plus de 15 ans, elle dirige et élabore des projets interdisciplinaires en arts, sciences et technologies, tour à tour en tant que chercheur, commissaire, directrice artistique ou gestionnaire. En 2023, elle a obtenu un doctorat en études et pratiques des arts à l'Université de Québec à Montréal, co-dirigé par Louise Poisson et Victor Frac. Sa recherche s'est développée selon une approche transdisciplinaire en explorant les concepts d'énaction et des sens du mouvement dans l'expérience d'œuvres praticables. Donc, merci à tout le monde d'être là avec nous aujourd'hui. Pour vous aider à comprendre Molière, Archives VR et Sporobol, je vais leur laisser faire une courte présentation. On va commencer par Archives VR, ensuite Sporobol et ensuite Molière pour l'ordre des vidéos. Merci Amélie. Merci au Moi Multi et au Volet Pro de m'avoir invité. Pour faire le cours pour Archives VR, on est une entreprise qui... Est-ce que tu veux qu'on parte la vidéo tout de suite? Vous pouvez partir la vidéo, avec évidence. Donc nous sommes une entreprise qui permet d'archiver des expériences numériques en tout genre, surtout en réalité virtuelle. Nous créons des expériences reliées au physique jusqu'au numérique, donc prendre une exposition physique pour la rendre archivable numériquement et la diffuser sur notre plateforme. On fait aussi de la création 100% numérique pour des entreprises culturelles en tout genre. Et donc, on permet cet archivage, cette sauvegarde de ce patrimoine-là et une diffusion. C'est ce qui manque souvent quand on fait de la création en tant qu'artiste, c'est de savoir comment je peux conserver mon travail, comment je peux le diffuser d'une manière numérique et comment je peux être diffusable à travers une plateforme qui permet une multitude de possibilités. Donc on a développé ça avec mon partenaire Charles Richard en 2020 et nous accédons petit à petit à un réseau de plus en plus grand au Québec et on commence à rentrer dans les bibliothèques justement pour pouvoir accéder à la diffusion au plus grand nombre et surtout accéder à la population. J'essaye d'être court. Ça va, c'est parfait. Et voilà, est-ce que ta présentation est terminée à l'écran aussi? Ouais, on pourrait revenir avec évidence. Là, c'était juste pour donner un petit punch sur ce qu'on fait. Mais après, on va évidemment, avec les questions, approfondir. Voilà, donc on pourrait passer maintenant à Éric Desmarais de Sporobol. Bonjour. Bonjour. On peut lancer la vidéo, en fait, qui va faire le tour d'une série d'œuvres et de projets qu'on a fait dans les univers virtuels. On sort d'un chantier, je dirais, de 3 ans environ sur les univers virtuels. Donc, on s'est intéressé vraiment à beaucoup de choses. Puis j'aimerais, une fois que la vidéo va être partie,
Pas de problème. Il y a 2 projets là-dedans, je pense, qui vont approcher la question d'aujourd'hui de front. C'est déjà vu. Et les jumeaux numériques. Il y en a un qui a fonctionné, qui fonctionne encore, l'autre qu'on a abandonné, en fait, qui visait justement à réfléchir, à développer des archives pour des œuvres, mais dans l'univers virtuel, en se rapprochant le plus proche possible de l'expérience en tant que telle. Donc, l'hypothèse de départ, c'était que dans une exposition ou dans un projet interactif ou en art numérique ou en art visuel, l'espace et l'expérience qu'on fait de l'espace, donc notre corps qui se déplace dans un environnement en tant que tel, qui rentre dans un environnement, qui monte des escaliers, qui prend un ascenseur, et vient conditionner, sans que ce soit péjoratif, l'expérience qu'on fait de l'œuvre. Donc, on a vraiment expérimenté de dire jusqu'à quel point on est capable de reproduire cette expérience physique-là d'une exposition, mais en s'appuyant sur les 5-7 degrés de liberté qui sont en univers virtuel, donc en utilisant des outils de jeux vidéo, etc., pour se déplacer. Et là, vous allez voir une série d'œuvres VR qu'on a fait. Il y a une des particularités qui n'a pas été nommée dans ma bio. Je suis un peu déçu. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée, mais tu peux corriger. Non, ça va. C'est qu'en 2018, on a lancé... on s'intéressait aux pratiques numériques depuis vraiment longtemps, mais en fait depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et un des enjeux principaux, c'était l'accessibilité aux expertises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens comme François, il y a d'autres artistes qui ont beaucoup de cordes à leur arc, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas l'expertise ni même l'intérêt à développer le savoir-faire, comment développer des œuvres technologiques. Donc, on s'approche, cette question-là, on n'a pas trouvé de solution jusqu'à temps qu'on décide de partir une nouvelle division à l'intérieur de l'organisation pour s'assurer d'avoir des expertises à l'interne qui sont adaptées puis qui savent travailler dans des projets artistiques. C'est-à-dire que le cahier de charge change aux 5 minutes et qu'en fait, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, puis on ne sait pas trop si on a avancé à la fin ou si on a reculé ou si on est à côté, mais on arrive à un résultat qui est une recherche artistique, en fait. Donc on a lancé ce hub-là qui nous permet aujourd'hui, en fait, d'avoir 4 développeurs à l'interne qui sont sur notre payroll, qui travaillent qu'avec des artistes ou qu'avec des projets artistiques, parce qu'on a aussi travaillé sur des projets artistiques d'organisation pour développer des expériences numériques, essentiellement. Et là, je reviens aux 2 œuvres. On va y arriver. Là, c'est des œuvres VR qu'on a fait avec le temps. Donc, des artistes qui sont invités chez nous puis qui viennent travailler avec le studio pour développer des œuvres en tant que telles, qui sont souvent soit en numérique ou en technologie. Et on va arriver bientôt avec le projet déjà vu depuis plusieurs années, puis tu me couperas quand ça va être trop long. Là. Depuis plusieurs années, on a eu tout un volet d'œuvres sonores dans l'espace public. On a sur la façade de notre bâtiment 16 haut-parleurs installés et on a fait produire beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont projetées dans l'espace public depuis une dizaine d'années. Puis on s'est posé la question, comment on fait pour améliorer l'accessibilité de ça? C'est des œuvres in situ qui ne peuvent qu'exister dans un espace en particulier. Et on s'est dit, on va refaire cet espace acoustique-là et on va reprendre les œuvres puis les refaire exister, donc les recréer dans un espace virtuel 3D en utilisant des outils de résonance sonore sur des solides, etc., etc. On y est, en fait. Là, il y a un petit côté un peu Halloween dans notre reproduction. Ça devait être parce qu'on était en pandémie. Mais ça, c'était une autre histoire. Mais bref, donc on a refait, là, il n'y a pas de son dans la vidéo, mais on a refait une quinzaine d'œuvres, en fait, qu'on a repris aux artistes, qu'on a adapté pour cette plateforme-là. La prochaine vidéo, ça s'appelle Les jumeaux numériques, puis c'était un peu la suite de ce projet-là. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tantôt, comment on fait pour recréer l'expérience d'une exposition ou d'une œuvre dans un espace, mais en essayant de sortir de la photo ou de la vidéo 360, tout simplement, mais en permettant un degré de liberté de mouvement, une transformation du son dans l'espace, etc., etc. Donc, on a travaillé pendant 1 an et demi sur ce projet-là. Et en fait, on a décidé d'arrêter parce que ça coûtait plus cher reproduire l'expérience en numérique que de la faire pour vrai. Et donc, on atteignait des niveaux de qualité de reproduction des bâtiments parce qu'on voulait reproduire l'environnement externe, interne, toutes les pièces, les bâtiments, les textures des murs, les œuvres. Des fois, on avait des œuvres interactives, on avait des œuvres qui étaient plus du jeu vidéo, donc il fallait rentrer dans un jeu vidéo, dans le jeu lui-même. On avait des œuvres mécanisées, etc. Et c'était des défis non-stop. Et on s'est dit,
quand on a vu les technologies d'IA arriver, qui pouvaient refaire des environnements 3D en claquant des doigts, on a fait « fuck, on ne continuera pas cette démarche-là parce que ça n'a pas d'allure ». Voilà, j'arrête là. Ça, il y a des vous l'avez vu passer, je pense. Ça, c'est super parce que la dernière vidéo, c'est aussi notre prochaine invitée. Donc, oui, c'est super. Donc, on te laisse la parole. Merci, Éric. On te laisse la parole, Aurélie, maintenant, de Molière. Ma présentation est sur mon ordinateur. Je ne sais pas si... Bon, je vais tenir le micro, ça va être plus simple. Donc, en fait, nous, l'approche qu'on a eue avec la réalité virtuelle, c'était surtout par rapport à l'exposition. Donc, je vais peut-être donner quelques éléments de contexte pour comprendre comment on est arrivé au projet qu'on a présenté dernièrement en réalité virtuelle. Je ne sais pas si on peut voir l'écran, l'image. Donc, en fait, Molière, on est un producteur d'expositions en arts, sciences et technologies. Et on travaille surtout avec des commissaires d'exposition pour travailler vraiment sur la présentation d'expositions qui ont des concepts forts, qui questionnent notre relation aux technologies ou qui permettent de présenter des œuvres qui investissent des expériences multisensorielles hors du commun. Ouais. Je vais peut-être attendre 2 secondes de voir les images. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on travaille principalement aussi à l'international. Donc, on a collaboré, par exemple, en Chine, au Brésil, en fait, dès le début des années 2000. Dernièrement, on était plus sur des projets qui étaient en Europe centrale. Et donc, bon, je vais avancer sur mes images qu'on verra peut-être plus tard. Et donc aussi, on a en fait des productions d'œuvres qu'on va présenter dans le cadre des diffusions. Donc vraiment, on assiste les artistes dans la production de nouveaux projets. On développe aussi des publications, des symposiums, des colloques et des résidences de réseautage du commissaire. Bon. Ça aurait été bien que je vous montre des images quand même de l'expo en réalité virtuelle. Comment ça se passe en arrière à la technique? Ah, OK. Ah. Bon. Donc, en fait, on a développé une exposition en réalité virtuelle dans les dernières années. Donc, ça a commencé en 2020. Elle a été présentée en 2023 à Montréal, donc à Montréal, donc en avril et mars dernier. Et donc, on est parti vraiment de l'idée de se questionner comment on pourrait imaginer une exposition qui soit complètement en réalité virtuelle. Parce qu'on a toujours ce questionnement par rapport au commissariat, par rapport à la définition de l'exposition. Donc pour nous, ça devenait comme on va dire un défi intéressant à explorer. Donc on est parti de ces questions-là et on a invité une commissaire, Nathalie Bachand, à nous proposer un concept d'exposition. Donc elle est arrivée avec l'exposition Nouveaux environnements, approcher l'intouchable, qui en fait explore les dimensions matérielles et immatérielles de la nature. Donc ça nous a permis... Yay, youpi! J'espère que ça marche. C'est bon, je me demandais si j'intervenais ou non. Qu'est-ce que tu as propos Comment ça fonctionne? OK, merci. Bon, ça va être quand même mieux avec des images, voilà. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, voilà, on voit quelques images de l'exposition à Montréal. Et là où j'en étais, c'est que c'est ça. On a présenté les œuvres donc, de 6 artistes du Québec. Comme vous voyez, il y a Olivia McGilchrist, Baron Lantaigne, François Quévillon, Caroline Gagné, Sabrina Raté et Laurent Lévesque et Olivier Henley. Et il y a 3 œuvres qui ont été produites spécialement dans le cadre du projet. Et donc, c'était aussi pour nous vraiment important de travailler avec des artistes indépendants parce qu'on voit quand même beaucoup d'expositions qui proposent des projets de studios créatifs, par exemple.
Et la particularité aussi de notre projet, ça a été de aussi réfléchir à l'expérience pour qu'on n'ait pas à enlever le casque entre chaque œuvre. Donc vraiment qu'on voyage dans une exposition de A à Z, qu'on vraiment on met le casque et puis là on a accès à toutes les œuvres sans interruption. Donc on a travaillé à produire un lobby qui est en fait un espace virtuel dans lequel on arrive au tout début de l'expérience quand on met le casque. Et comme vous voyez, il y a 6 portails, 6 sculptures. Et chaque sculpture est dédiée à une œuvre. Donc, quand on s'approche rapidement d'une des sculptures et on peut pénétrer donc, à travers un des portails, et là, on a une œuvre qui est téléchargée et qu'on peut donc expérimenter un certain temps. Une fois que c'est terminé, on revient dans le lobby et on peut aller à l'œuvre suivante choisie. Donc ça, c'était aussi pour nous vraiment intéressant parce qu'en fait, comme je disais, c'était aussi de réfléchir justement à ces enjeux d'espace en se disant que justement les espaces virtuels ont cette particularité qu'on n'a pas forcément besoin de murs. Donc on est souvent pris avec les conditions d'exposition, les espaces qui sont des fois des limites qui peuvent être intéressantes avec lesquelles travailler. Mais pour le coup ici, on n'a pas créé de murs, on n'a pas créé de... voilà, on a quand même un ciel, on est comme dans un lieu un peu imaginaire. Mais on trouvait que c'était intéressant justement d'aller plus dans cette direction-là. Puis pour finir, donc aussi ce qu'on trouvait qui était important, c'était de développer une scénographie. Donc quand les visiteurs venaient à l'exposition, c'est ça, il n'y a pas juste le casque et l'ordinateur qui est là, mais il y a vraiment une scénographie qui fait écho au reste de l'expérience. Et aussi, on a beaucoup travaillé avec les questions de médiation, donc comment développer une expérience de A à Z. Donc dès que le public arrive, il est pris en charge, puis il va vraiment vivre un parcours, même avant de mettre le casque. Là, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Et puis, un autre point qui est, je pense, assez intéressant, c'est qu'en fait, on a invité chacun des artistes qui est présenté en réalité virtuelle à aussi proposer une installation ou une œuvre vidéographique présentée dans l'espace physique. Donc cette dimension de relation entre le virtuel, donc immatériel et matériel, était davantage présent dans cette relation justement de l'expérience avec le casque et puis la déambulation dans l'espace physique par la suite au contact des œuvres installatives. Voilà. Merci. Et merci François pour le dépannage technique. Merci Aurélie, c'est très instructif. Pour débuter, question vraiment simple, mais j'aimerais ça que vous fassiez un petit speech là-dessus, si vous pouvez. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix de la réalité virtuelle pour présenter des expositions ou des projets, parce que peut-être toi, t'en fais depuis un certain temps, mais dans votre cas, à vous deux, Molière et Sporobol, vous avez aussi des projets différents avant d'arriver à la réalité virtuelle, puis ça m'intéresserait de vous entendre parler un peu là-dessus. Le micro marche. J'avais juste coupé. En fait, moi, c'est dans ma pratique. Tu l'as un peu présenté. Je suis scénographe, je suis designer, scénographe. J'ai travaillé dans plusieurs musées pour plusieurs artistes en mise en scène. Et il est arrivé un moment où, en fait, je ne comprenais pas pourquoi ou comment je pouvais archiver ce que je faisais comme travail, comment je pouvais le communiquer, comment je pouvais finalement prendre ce patrimoine-là qu'on crée avec les artistes, qu'on crée avec les institutions pour le figer dans le temps d'une certaine manière et de pouvoir le transmettre à la population, puisque la majeure partie de ce que j'ai pu faire avant, c'était des expositions temporaires qui avaient donc une durée de temps dans la vie, en fait. Et derrière, c'était de se dire, mais comment je peux transmettre ça à la population après avoir présenté ça dans le réel. Et en tant que designer, on aime bien trouver des solutions à des problématiques, ce qui fait que ça m'a amené à me questionner sur ma propre pratique en tant que scénographe et finalement commencer à regarder la technologie. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui vient de la technologie. J'essaie même à l'époque de me tenir un peu loin. Et je voyais ça comme un outil très intéressant, la réalité virtuelle. Donc j'ai fait des tests, tout simplement. Je montais une exposition et j'ai
pris des équipements, j'ai shooté justement des 360 qu'on a parlé un petit peu. J'ai vu le potentiel, sauf que c'était pas obligatoirement ça qui m'intéressait à présenter. Mais je savais que c'était assez intéressant de se dire, je suis dans mon salon et je suis dans un musée. Ça, juste cette perception-là faisait en sorte que j'étais comme, ok, oui, c'est là-dedans que je veux aller, ou en tout cas, il y a une solution qui peut être pertinente. Et j'ai commencé à voir avec mon réseau, de voir comme est-ce qu'il y avait un intérêt, est-ce qu'ils visualisaient ça. Il faut comprendre qu'on était avant la pandémie, donc il y avait aussi des enjeux qu'on ne connaissait pas obligatoirement sur l'accessibilité quand une institution est fermée ou quand elle est à l'autre bout du Québec. Et il y avait déjà un intérêt, il y avait une certaine perception positive sur oh, ok, ça peut nous intéresser, dépendamment de comment on l'adresse au public. Sauf que le contenu n'était pas assez intéressant, en tout cas, de mon point de vue, en tant que scénographe et designer, mais aussi en tant que spectateur. Je ne me voyais pas utiliser ce type de technologie parce que c'était peut-être pas assez abouti, en fait. Et donc là, on a commencé à travailler avec mon partenaire sur des expériences qui étaient beaucoup plus immersives, où justement, on peut se déplacer, on peut aller prendre les artefacts, on peut aller augmenter l'expérience du visiteur, on peut essayer de transmettre l'émotion qui est véhiculée par la scénographie, qui est véhiculée par l'art aussi, qui est présenté par les artistes. Et là, ça a commencé à changer aussi au niveau de notre perception en tant que créateur, mais aussi en tant que solution intéressante à proposer à la population. Si on peut relancer à la limite les vidéos ou la vidéo de présentation, il y avait une exposition qui était justement présentée et qui a été shootée justement pendant la pandémie. Personne n'a pu la voir à part les gens qui ont pu se connecter. Je ne sais pas si Alexis, tu peux relancer la vidéo. Merci. Et donc, on va juste attendre qu'elle arrive, si c'est pas trop long. Normalement, c'est la première. Bon, ça, c'est autre chose. Je vais présenter ça aussi. On a lancé l'année dernière une galerie d'art en fait pour les artistes, donc qui viennent dans l'exposition numérique présenter leur présentation, que ce soit des œuvres physiques qu'ils numérisent, donc qui peuvent avoir accès à notre galerie, ou aussi des artistes numériques qui ont beaucoup de production numérique et qui cherchent un endroit de diffusion et de conservation surtout de ce qu'ils créent. Donc ça, c'est la première galerie qu'on a créée, qui permet aussi l'authentification et la gestion de leurs fichiers numériques avec une entreprise partenaire qui s'appelle Authentic Art, qui permet d'authentifier aussi et de faire en fait la gestion de leurs fichiers numériques. Et donc ça, c'est l'exposition dont je parlais de Henning Wagenbest qui a été présentée au centre de design de l'UQAM à Montréal, où justement on a repris exactement la même scénographie. On a donc virtualisé l'ensemble de la scénographie des œuvres sur place sans manipuler presque les œuvres. Donc ce que vous pouvez voir, c'est vraiment de la photogrammétrie ou du scan 3D avec des équipements technologiques et qui nous a amené après de pouvoir présenter ça. Et là, un autre projet pour finir, on va dire, qui est plus pour le coup une création pure avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, où on a créé une médiation culturelle pour la jeunesse. Eux, ils se déplacent dans les écoles pour présenter ce projet-là, où est-ce qu'en fait on a pris tout le son d'une présentation qui avait été proposée par l'OSTR de Maurice Ravel, et où est-ce qu'en fait on invite l'utilisateur à utiliser chacun des instruments pour essayer de percevoir chaque sonorité. Donc chaque instrument va jouer plus fort que l'ensemble de l'orchestre et nous permet après de pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'un orchestre symphonique. Donc, voilà. On pourrait dire que tu es parti d'une démarche personnelle pour aller tranquillement, pas à pas, vers une démarche publique. Totalement. Puis la pandémie a pas mal boosté aussi, malheureusement, mais heureusement aussi, cette question du numérique et de comment on peut permettre l'accessibilité au patrimoine que l'on crée, mais aussi au patrimoine que l'on conserve. La majeure partie des musées conservent énormément d'artefacts, mais on en voit pas beaucoup en fait. C'est difficile de pouvoir avoir cette visibilité-là, et beaucoup de musées commencent à s'intéresser à comment permettre à la population d'accéder en fait à ce patrimoine-là, à ce qu'ils conservent, qui est très bien conservé d'ailleurs, mais où est-ce que justement, nous en tant que visiteurs, spectateurs, on n'y a pas accès, et donc des solutions comme la nôtre les aident à avancer actuellement. Merci Mathieu. Éric, te rappelles-tu de la question? Non, ça va. Par où commencer? En fait, on a souvent l'impression que l'univers virtuel n'existe pas.
Mais il existe, Ben oui. il est habité. Ben et oui. et n'importe quel univers qui existe, en fait, se crée un imaginaire collectif. Et là, actuellement, c'est un univers tellement technique que cet imaginaire collectif-là est colonisé par des pratiques industrielles, appelons-les comme ça. Ouais. Puis, dans le fond, c'était une volonté de résistance, de vouloir l'occuper par des pratiques indépendantes. C'était essentiellement la volonté qu'on avait en lançant justement un paquet de chantiers sur ça, ce qui a amené à créer des expos avec Nathalie Bachand aussi autour du jeu vidéo, etc., etc. Donc, comment que les pratiques artistiques qui ont une autre façon d'entrevoir comment on occupe nos espaces, nos vies, comment on s'interconnecte, comment ils peuvent participer à la construction de l'imaginaire de ce nouvel environnement-là, appelons-le comme ça, qui existe pour vrai, même si c'est juste médié par des outils. Et voilà. Est-ce que, dans le cas de Sporobol, cette idée-là, ça s'est créé en tempête d'idées, tout le monde ensemble, en réfléchissant en équipe à cette résistance-là, à cette idée-là de la résistance, ou ça s'est infusé naturellement? Comment ça s'est passé? Plutôt naturellement, je dirais, en fait. C'est sûr qu'en la présentation de François était assez emblématique un matin de ça, d'une progression des enjeux ou des façons de travailler avec des technologies. Donc, tu sais, au départ, on est en art technologique, il y avait évidemment les univers virtuels, mais beaucoup de dispositifs. Puis à un moment donné, plus qu'on avançait dans l'exploration de dispositifs, bien, tout d'un coup, s'infusait cette idée-là d'avoir des environnements virtuels. Puis le jeu vidéo avait dépassé depuis quelques années déjà, si on recule 5-6 ans en arrière, le cinéma, en termes de public puis de monde qui l'utilise. Donc puis le jeu vidéo, c'est multijoueur, bien souvent, etc. Donc, ça a fini par devenir vraiment un enjeu vraiment important. Puis, tu sais, je me souviens, ce qui nous a intéressé, la première question qu'on s'est posée, c'est, OK, cette surface-là, cette frontière entre le réel et le virtuel, s'il y en a une, qu'est-ce qui transige, qui passe du virtuel au réel et du réel au virtuel? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, là? Comment que cette frontière-là filtre? Puis qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qu'on peut identifier? Ça a été un des premiers projets qu'on a poussé là-dessus. Puis après ça, ben, c'est mis en place justement une série de projets de dire, OK, on va pousser cette question-là vraiment plus loin, là, ben, avec des considérations politiques, mais aussi des considérations esthétiques, artistiques, etc. Super intéressant. Aurélie? Oui, ben, un peu comme je disais, c'est sûr que pour nous, il y a vraiment cette question de réfléchir à comment on investit des espaces. Dans le cadre d'expositions, d'installations, on est vraiment dans un rapport d'une œuvre qui se déploie dans un espace particulier. On a aussi, par exemple, travaillé des fois dans des lieux patrimoniaux, donc comment la relation entre l'œuvre et le lieu historique, etc., qu'est-ce que ça va apporter finalement à l'expérience globale. Donc c'est sûr que ça, c'était quelque chose qu'on avait réfléchi. L'idée de faire une expo en réalité virtuelle, c'était un peu un des projets qui était dans la liste des projets qu'un jour on ferait, mais qui n'était pas encore le plus haut dans la liste, si je peux dire. Et je me souviens qu'on avait, à un moment donné, une tentative de faire un projet justement avec Nathalie Bachand, en réalité virtuelle, mais qui aurait été plus sur des installations d'œuvres en réalité virtuelle, donc cette relation de l'expérience du corps dans l'espace physique en même temps qu'avec le casque dans le monde virtuel. Puis finalement, on n'a pas poussé le projet à ce moment-là. Mais quand il y a eu la pandémie, je me souviens très bien, en 2020, en septembre 2020, où c'est vraiment le moment où on se disait, OK, là, ça va durer. On ne sait pas dans quoi on part, là. Et nous, produisant des expositions à l'international, on était clairement dans une situation de qu'est-ce qu'on peut faire. On avait heureusement d'autres projets de type symposium et tout qui pouvaient être facilement mis en ligne. Mais des expos, c'était quand même compliqué. Et donc, c'est aussi là où l'idée de repartir sur ce projet de réalité virtuelle, ça devenait comme un projet qui, dans tous les cas, pouvait peut-être être orienté vers une diffusion en ligne. Donc, de rejoindre le monde chez eux. On voyait le Centre Phi qui avait aussi fait la livraison par bicyclette chez soi du casque, etc. Donc, on se disait, même pour des institutions étrangères, ça pourrait être intéressant d'arriver avec ce type de proposition. Donc, on a débuté le projet finalement avec cette idée-là. Mais bon, le temps de faire le montage financier, etc. Heureusement, la situation avait quand même évolué. Et là, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait
rejoindre des diffuseurs comme on le faisait habituellement. Et aussi de s'assurer que quand on présente le projet, justement, il est dans un lieu physique avec des médiateurs, avec de l'équipement qui est là, qui est prêté. Donc, a priori, on peut rejoindre quand même un public un peu plus large que celui qui a l'habitude d'aller en ligne, télécharger des jeux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une des choses importantes par rapport à ce projet. L'autre point, je pense, c'est toutes les questions ça rejoint de corps et de relation à l'espace. Vraiment cette question de... Je pense que dans la réalité virtuelle, un des points forts, c'est vraiment comment on se sent en présence, son corps en présence dans un espace virtuel. Il y a vraiment quelque chose d'important à étudier, élaborer à ce niveau-là. Et je pense que justement, notre projet, c'est des propositions qui poussent beaucoup cet aspect-là. Par exemple, comparé à la question de la narrativité. Donc, on a quand même beaucoup comme je disais tantôt, beaucoup de projets développés par des studios créatifs, des fois qui viennent plutôt du milieu de l'audiovisuel. Donc, faire du documentaire en VR, qui est super intéressant, et on voit des choses de plus en plus intéressantes à ce niveau-là. Mais je pense que nous, on arrivait avec une proposition d'œuvres d'artistes, d'art numérique, d'art contemporain, qui vraiment arrivait avec des expérimentations super intéressantes sur le potentiel en fait de la réalité virtuelle. Donc voilà. Je trouve ça super intéressant parce que chacune de vos propositions, chacune de votre façon de travailler est vraiment différente. Là, on est dans un projet vraiment immersif chez Archives VR où on se promène vraiment à l'intérieur d'une exposition avec le casque. De votre côté, à vous, vous faites un peu de l'exploration. Ce que je comprends, là, vous faites de l'exploration de l'imaginaire, en fait, qui se passe en ligne. Là, puis qui parle, comment qu'on construit une narration à l'intérieur de ça. Il y a beaucoup d'exploration, puis c'est vraiment intéressant. De ton côté, chez Molière, vous êtes vraiment du côté d'une formule hybride, donc cette considération-là de l'hybridité de l'exposition est vraiment différente. Puis je trouve ça vraiment intéressant que vous soyez tous ensemble aujourd'hui. Puis j'ai envie de vous poser une question difficile. Ça coûte cher, faire du VR. Est-ce qu'on peut parler de la difficulté technique avant de parler de la difficulté financière, parce qu'on est tous un petit peu au courant, mais est-ce qu'on peut parler de cet appareillage-là, puis cette conversation-là entre la difficulté technique et la difficulté financière de faire apparaître ces objets-là d'art ou ces œuvres-là ou ces archives-là? Qui veut bien prendre la parole en premier? Je peux. Oui. C'est l'enjeu numéro un, en fait. T'sais, dans le fond, dans les pratiques, du moins celles que Aurélie, que Molière, Sporobol, ou puis une partie du monde ici, on est habitué de supporter. C'est plus des pratiques indépendantes, souvent multidisciplinaires, proches des arts visuels ou arts sonores, etc. L'écosystème de financement n'est pas guéri pour répondre à ça. En fait, c'est comme impossible. Pour vous donner une idée, nous, on a nos développeurs à l'interne qui le font, mais en bas de 30 000, il n'y a pas de projet qui sort. Là. C'est comme juste impossible à faire. Puis 30 000, quand tu as ça comme bourse, comme artiste, si c'est l'artiste qui paye ou si c'est nous qui avons un financement pour le faire, mais ton argent ne peut pas toujours bien pas pour aller juste au développement technologique, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pratiquement... À l'heure actuelle, c'est presque impossible, je dirais. C'est très difficile de faire ça, à moins d'avoir des modèles hybrides, mais encore là, on ne répond pas aux mêmes enjeux. L'expérimentation prend le bord, il faut parler de mise en marché, puis si on va plus du côté des boîtes, ou etc. Donc, il y a vraiment un enjeu systémique de ce côté-là, je dirais, qui est la façon que notre structure financière est faite, autant pour les artistes que pour les organismes, ça répond extrêmement mal à ça. Même quand on a nos ressources à l'interne, etc. Puis, pour finir, je dirais, je ne vois pas trop d'issue à ça, autrement que de trouver une façon de financer ça. Puis là, le gouvernement du Québec vient d'annoncer du financement, mais c'est pour du privé, essentiellement, des boîtes de design beaucoup plus, etc. Fait que c'est plus proche de la clientèle de la SODEC ou du Fonds des médias. C'est moins la clientèle indépendante. Fait qu'il y a un enjeu là qui est vraiment important. Puis je pense que c'est l'enjeu de mutation vers une réflexion qu'il faudra faire si on veut que les artistes, peu importe de quelle discipline ils travaillent, intègrent les outils numériques, que ce soit dans leur processus
ou comme outil de présentation ou de diffusion. À un moment donné, ça prend des expertises pour faire ça. On ne peut pas s'attendre que les artistes soient multifonctions. Là, Sauf François Quévillon. Ben, je pourrais en nommer quelques-uns, je ne le ferai pas, mais ce sont des exceptions. Je confirme. C'est clairement l'enjeu numéro 1 pour autant les artistes que même aussi les institutions culturelles qui souhaitent rentrer dans ce domaine-là, que les entreprises comme nous qui essayent de soutenir ce genre de système-là. Mais vous, Archivr, vous êtes dans un autre type de financement et de structure. Pourrais-tu nous en parler un peu? Oui, bien sûr. En fait, nous, l'idée, c'est plutôt en fait, d'aller dans l'aspect de la diffusion avec les acteurs culturels qui sont intéressés à partir avec nous. Mais justement, c'est pour ça que je le disais un peu au début, dans la présentation assez rapide, on essaie de diversifier au maximum. Donc, par exemple, dans la diffusion, aller dans les bibliothèques actuellement, et un des enjeux pour nous en 2024 et évidemment en 2025, mais c'est de pouvoir avoir un réseau complet, donc de partir de l'artiste qui a l'intention de créer et de pouvoir le soutenir tout le long. On n'est pas des producteurs pour le coup, nous on va être aussi un petit peu comme vous, des réalisateurs avec eux, donc en co-réalisation. Donc là, pour le coup, on a des modèles qui permettent pour nous d'aller chercher des fonds parce qu'on est en co-réalisation, mais à l'artiste aussi d'aller chercher des fonds parce qu'il est en réalisation et qu'il peut financer son projet. Ensuite, après, derrière, avec la structure de gestion, ben, ça, c'est d'autres fonds, parce que quand on crée une plateforme de diffusion numérique, on n'est pas en créatif, on est plutôt dans le software. Donc, ça nous permet, nous, d'aller chercher des fonds à ce niveau-là pour soutenir ce genre de développement-là. Parce que tu l'as très bien dit, un développeur à moins de 30 000, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est ça l'enjeu, malheureusement. Et c'est ça aussi où la structure, nous, ça a été important au départ de bien la penser et de proposer en fait des modèles. Et donc c'est là où on va se rejoindre. Des structures comme la nôtre, pour entrer dans la case, il faut être dans un modèle que nous, on va prédéfinir au départ pour sauver des coûts, en fait, sauver du temps et donc de l'argent pour un artiste qui aimerait pouvoir être diffusé sur la plateforme d'Archivr et faire participer en fait le public de ce qu'il a proposé. Il faut savoir que nous, ce qu'on a comme disposition, c'est disponible partout à travers le monde, du moment qu'on a un casque de réalité virtuelle. Donc l'intérêt est aussi là, c'est de se dire aujourd'hui, on parle du Québec parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est parce qu'on est ici, mais à terme, c'est de pouvoir avoir une expansion qui soit plus large et d'être accompagné et d'accompagner aussi les institutions qui souhaitent rentrer dans ce cercle-là, ou en tout cas avec ces technologies-là, qui peuvent être indépendantes. Et d'ailleurs, ils ne sont pas obligés d'être avec Archivr, ils peuvent utiliser nos outils et les modeler à leur image, on va dire ça comme ça. Mais une plateforme comme la nôtre peut très bien exister pour un musée. On a juste à adapter en fait le format et après optimiser la base de données, les datas en fait qui sont réutilisées et les assets qui sont utilisés. Bon, ça je parle un peu de technique là, mais pour chacun des partenaires en fait. Donc le fait qu'on ait un roadmap plus large, plus sectorisé, nous permet d'aller chercher des fonds un peu dans tous les domaines et de supporter en fait ce changement-là et d'accompagner un artiste justement qui a de la difficulté déjà lui à être payé pour son art et ce qu'il fait, de soutenir sa création et après nous de pouvoir l'accompagner. Donc c'est ça qui est déjà un enjeu HC majeur, à savoir que pour l'instant on ne développe pas obligatoirement l'accompagnement avec les artistes pour plein de raisons. Une, c'est parce qu'il faut obligatoirement qu'ils soient membres du Conseil des arts du Canada. C'est là où il y a le plus de facilité pour nous à aller chercher des fonds de co-création. Mais aussi parce que c'est pas obligatoirement la vision que nous on avait avec Archivr, puisqu'il était plutôt d'aller dans les institutions pour pouvoir diffuser ce que les institutions proposent en fait. Je ne vais pas prendre obligatoirement que des exemples, mais avec le MNBAQ qui a des enjeux justement avec donner, en tout cas accès à ces archives. Il y a des discussions qui se font depuis plusieurs mois, plusieurs années là-dessus sur quelle est la meilleure technologie. Ils n'ont toujours pas réussi à trouver ce qu'ils avaient envie de développer, mais justement d'être dans la conversation, dans les tables rondes, ça permet de proposer des solutions et de pouvoir les mettre en place peut-être en 2024-2025. Merci Mathieu, très instructif. De votre côté, Molière, Aurélie, comment ça se passe? Oui, c'est sûr que pour nous aussi, ça a été tout un enjeu, l'aspect du montage financier. Parce qu'en effet, comme le disait Eric, il y a beaucoup plus d'investissements pour la réalité virtuelle du côté de la SODEC.
Mais clairement, on ne pouvait pas être admissible parce qu'on est une OBNL. Et c'est vrai que les budgets sont vraiment différents. C'est-à-dire que nous, notre budget de production, c'était le budget de développement à la SODEC. Donc, sauf qu'on a réussi à le faire. On nous a même dit que ça va être impossible, mais on a quand même réussi à arriver à faire notre projet. Félicitations. Bon, merci, avec toute l'équipe. Mais donc, c'est vrai que ça, c'est des enjeux que, notamment aussi, j'en parlais de la question de la narrativité. Je sais qu'il y a aussi un engouement pour la question de la narrativité en réalité virtuelle pour obtenir des financements. Et comme je le disais, moi, je pense qu'il y a vraiment pas que la narrativité qui est centrale à la réalité virtuelle. Et je pense que les artistes indépendants ont vraiment un rôle à jouer et peuvent vraiment amener des propositions super intéressantes, expérimentales, inspirantes, même justement pour le milieu qui vient plus de l'audiovisuel, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Puis peut-être aussi au niveau des expertises, ça aussi, ça a été vraiment tout un aléa pour pouvoir identifier des organismes, individus qui puissent faire de la programmation pour nous avec le budget qu'on avait. Donc c'est sûr qu'on a... Et il y a eu donc l'enjeu budgétaire, mais aussi de la culture, en fait. C'est-à-dire que on a parlé avec des compagnies qui développent de la réalité augmentée, réalité virtuelle, pour des gros projets de marketing. Donc là, on voyait qu'on n'arrivait pas à se parler, enfin, ils ne comprenaient pas forcément quel était l'objectif d'un projet commissarié, d'une œuvre, etc. Donc on n'est pas allé avec eux. On a eu aussi l'expérience d'avoir un très, très chouette échange avec une compagnie de jeux vidéo. On a aussi pris cette piste, notamment parce que je sais que ça, pour un autre organisme qu'on connaît bien, ça a été quelque chose de très intéressant. Ils ont pu avoir même des services gratuits. Parce qu'en fait, pour la compagnie de jeux vidéo, c'était une manière de donner un projet plus créatif à son équipe. Donc on a eu cette discussion et on aurait pu aller de l'avant, mais eux ne pouvaient pas nous garantir de répondre dans nos délais. Parce qu'en fait, on était un peu comme le projet on the side pour justement le petit côté créatif sympathique pour leur équipe. Mais ça reste que nous aussi, c'était un projet sérieux avec des deadlines et des choses à tenir. Donc là encore, on ne pouvait pas aller de l'avant de ce côté-là. Et on a rencontré un studio, vraiment un tout jeune studio, qui n'avait pas encore de portfolio, mais qui était vraiment... Tout semblait être parfait pour travailler avec eux et on a eu une super bonne expérience. Et c'est ça, parce qu'en fait, on devenait leur portfolio. Donc pour eux, on devenait comme leur projet prioritaire. Et finalement, c'est ça. Par la suite, ils continuent à avoir maintenant des contrats, etc. Mais c'était un peu la manière de pouvoir vraiment réaliser notre projet. Ça, c'est une chose. Et sinon, on a aussi travaillé avec Hub 01 pour la production de certaines œuvres, où là aussi, justement, on peut discuter à peu près au même niveau, là, et du coup, on a une équipe qui comprend nos besoins, etc. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que ça me fait rebondir sur une question qui trépine depuis un certain temps. Pour moi, depuis qu'on s'est parlé individuellement, chaque personne, depuis l'automne, il y a quand même un enjeu de traduction entre l'univers créatif et l'univers technique. C'est de ça dont tu as commencé à aborder, Aurélie, puis j'imagine qu'il doit y avoir des solutions à apporter ou il doit y avoir quelque chose qu'on peut imaginer peut-être en 15 minutes aujourd'hui par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vas-y, Eric. En fait, c'est un des enjeux numéro un. C'est travailler avec des artistes. C'est vraiment pas la même chose que de travailler dans une boîte de jeux vidéo ou répondre à des contrats commerciaux de marketing, par exemple. Dans le marketing, tu vas avoir le directeur qui va dire « OK, c'est ça qu'on veut ». Puis là, il envoie ça à son équipe, il analyse des coûts, puis là, il ajuste. Mais avec un artiste, en fait, on ne sait pas trop où on a une idée d'où il veut se rendre, puis il faut trouver une façon d'extraire ce que l'artiste a dans la tête pour se dire « OK, techniquement, on se rend là comment ?» Mais aussi, il faut aménager des espaces pour pivoter, pour changer de direction. Puis ça veut dire que le terrain qu'on aménage, ça ne peut pas être une ligne droite. Il faut que ce soit un espace 2D, là, appelons-le comme un terrain de jeu, mais dans lequel on peut
vraiment se promener, puis être assez ferme pour pas qu'il y ait trop de dépassement de coûts. Tu sais, je prends des exemples, par exemple, d'artistes avec qui on a travaillé, puis à un moment donné, nous, on a une méthodologie qui est divisée exploration, tu sais, recherche, exploration, prototypage, réalisation, puis après ça, livraison, puis après ça, la fin, c'est qu'il faut que ça marche tout seul. Diffusion un peu. Ben, c'est ça, exact. Et là, on se rendait jamais à la fin. Mais là, l'artiste, il faut qu'il présente son truc. Oui, mais ça fait 12 semaines à temps plein qu'on travaille sur le projet. On a épuisé nos heures. Puis là, à cette heure, on est plus ferme. Mais cet enjeu-là, c'est juste quand tu as des développeurs ou des programmeurs qui ont de l'expérience dans le travail avec des artistes. Si tu ne l'as pas, je ne vois pas comment faire ça. Puis vous le faites à Sporaba. Ben, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller les chercher, parce que les expériences qu'on avait avant d'en avoir à l'interne, c'était tout le temps ça. C'est qu'on les perdait. C'était souvent des jeunes, comme une jeune boîte. On perdait cette expertise-là parce que, tu sais, c'est qui le cave, excusez le mot, qui va partir une business qui vise une clientèle qui n'a pas une scène. T'sais, il va se faire dire partout de ne pas faire ça. Fait que tu sais, à quelque part, ça n'a pas le choix que ce soit notre milieu qui le prenne en charge, ça. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là. Tu le fais parce que c'est une mission. C'est pas pour partir une entreprise. Là. Vraiment intéressant. Après, nous, il y a des enjeux aussi, c'est le fait que on est moins avec les artistes, on est beaucoup plus avec les institutions. Puis les institutions, en fait, ils vont avoir des œuvres. Et là, eux, leur problématique, c'est OK, j'ai un contenu numérique, j'ai une œuvre numérique, mais je ne sais pas quoi en faire, en fait, parce que je n'ai pas les outils obligatoirement pour les utiliser. Puis là, c'est nous où est-ce qu'on rentre en jeu, si on peut, sur l'optimisation de l'œuvre numérique pour l'adapter, en fait. Et ça a été, et c'est toujours, un gros enjeu parce qu'il y a tous les modèles. Il y a aussi, aussi une traduction de vocabulaire, probablement. Totalement, en fait. Puis il y a le fait aussi qu'il y a des productions qui ont été faites avec des technologies de casques sur ordinateur, donc tu sais, qui ont des performances très particulières. Et nous, on est exclusivement sur des casques autonomes, donc il n'y a pas d'ordinateur. Ce qui fait que déjà, ça vient un peu scinder pas mal les possibilités. Et alors pourquoi aussi les casques doivent être autonomes? Parce que c'est aussi l'enjeu des institutions avec lesquelles on travaille. Elles ne veulent pas avoir l'utilisation, ou en tout cas la gestion complexe de la technologie. Donc tout notre système, en fait, il est autogéré. Tout est automatisé dans le sens où les mises à jour sont faites automatiquement, etc. Donc ça fait qu'il faut qu'on s'assure qu'en tout temps, n'importe quel type de projet qui est compatible soit disponible. Donc ce qui fait qu'on n'a pas le choix, nous aussi, de sélectionner d'une certaine manière le type de projet qu'on va avoir sur la plateforme. Il y a des enjeux de switch, justement, de type de technologie ou de recodage. Il y a des possibilités avec les artistes, parce qu'il y a des artistes qui savent ce qu'ils ont fait, ils savent comment ils pouvaient ou pourraient améliorer leur travail. Il faut aller chercher des fonds pour ça, mais ça existe. Mais après, il y a des artistes qui l'ont fait comme, ils ont été dans la création de leur œuvre, et après, à la fin, ils l'ont rendu. Et quand tu leur poses la question, OK, mais est-ce que tu pourrais l'optimiser avec nous? Ils regardent en disant, non. Donc là, tu es comme, OK, faut qu'on regarde après, mais c'est vraiment du cas par cas à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on va plus travailler sur des nouvelles productions pour s'assurer que on va avoir une base solide et qu'on sait qu'on va pouvoir l'amener dans le temps aussi. La compatibilité avec les anciens casques, les nouveaux et ceux qui vont sortir dans le futur, c'est pas mal ce que nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de l'amener à ce niveau-là, puis de s'assurer que ce soit compatible dans le temps par rapport au moment où nous, on a commencé. C'est difficile d'aller chercher des vieux projets qui runnent sur des Oculus Go ou des vieux HTC. C'est le fun, là, mais ouais, ça coûte cher, quoi. En général, il faut mieux le refaire, en fait. Et des fois, les artistes sont super intéressés à le refaire. C'est une nouvelle manière d'amener un nouveau layer aussi sur leur création. Mais ce n'est pas tout le monde aussi qui est intéressé. Il n'y a pas aussi toutes les institutions qui n'ont pas les fonds pour pouvoir soutenir ce type de nouvelle création ou d'amélioration de création. Il faut aussi comprendre que finalement, les institutions vont devenir des productrices aussi. Parce que finalement, ceux qui vont soutenir souvent ces projets-là, et c'est une nouvelle casquette qu'ils ne comprennent pas obligatoirement, puis qui est normale, parce que on est sur des types de productions qui sont différentes que, on va dire, l'art, on va dire, plus classique, ou en tout cas plus réel. On sent bien la transition des mondes là, dans ton expérience. Mais c'est pour eux. C'est très pour eux, en fait.
De ton côté, Aurélie, parce que tu nous parlais, ton histoire a lancé la question en quelque sorte là, avec la petite équipe qui s'est occupée de programmer la dernière exposition. Qu'est-ce que ça implique dans le futur? Est-ce que tu vas continuer à travailler avec ces gens-là? Est-ce que toi, tu envisages des problèmes entre la technique et le créatif dans les projets de Molière qui s'en viennent? Oui, c'est sûr qu'on a une très belle expérience avec les différents organismes ou individus avec qui on a collaboré. Donc c'est clair que ça crée des relations souvent de long terme et on se tournera de nouveau vers eux si on a besoin. Clairement, nous, on n'est pas du tout à une étape de vouloir avoir à l'interne continuellement des programmeurs parce qu'on n'a pas un besoin si constant là. Mais c'est sûr que de trouver des personnes qui ont ces compétences technologiques et en même temps cette sensibilité artistique, c'est quand même assez difficile. Puis quand on trouve ces perles-là, on essaye de les garder et de pouvoir faire perdurer ces relations-là. C'est vrai qu'aussi, il y avait un autre enjeu qui était assez important dans les échanges qu'on a eus. C'est la question de la propriété intellectuelle. Qui n'est pas forcément entendu de la même manière selon les domaines. Et nous, en plus, on arrivait avec une demande assez particulière où finalement, comme vous l'avez vu, donc il y a ce lobby et finalement, on a accès à chacune des œuvres. Donc finalement, c'était d'avoir un projet global qui inclut plein de projets Unity. Et techniquement, on a eu des fois des retours du genre, on ne sait pas comment on peut faire ça. Il va peut-être falloir faire beaucoup de développement pour arriver à le faire. Ou alors, on a parlé avec des organismes qui avaient développé des fois leur propre formule pour arriver à le faire. Mais finalement, leur deal, c'était de faire une licence de 2 ans pour avoir le droit d'utiliser notre exposition. Et au final, on s'est retrouvé avec une proposition où on pouvait garder le code. Donc là, on peut refaire d'autres projets de réalité virtuelle un peu dans le même principe que celui qu'on a fait, mais avec d'autres artistes, d'autres concepts, etc. Donc on est vraiment passé de propositions qui n'étaient pas du tout en phase avec ce qu'on pouvait faire, même financièrement parlant. Légalement, c'est intéressant quand même, cette question-là. Oui, tout à fait. Puis ça revient beaucoup parce qu'en fait, cet enjeu de propriété intellectuelle, je sais que c'est même au cœur, par exemple, de projets soutenus, par exemple, par la SODEC, où il faut que tu puisses démontrer que tu vas garder la propriété intellectuelle des projets. Nous, par exemple, les artistes, on ne garde jamais la propriété intellectuelle de leurs œuvres. On a un contrat de diffusion ou comme là, un contrat de production dans le cadre de... Mais après, ils sont libres de présenter leur œuvre comme bon leur semble. C'est juste un contrat de diffusion. Donc, c'est ça. On n'a pas les mêmes approches, par exemple, que d'autres milieux, en fait. Oui, on a encore quelques minutes. Bien, en fait, j'aimerais rebondir là-dessus. On a eu pendant des années, en fait, mettons avec le SECAM, on a eu des résidences en entreprise, etc. Puis dernièrement, on a essayé de se rapprocher, nous, Sporobol et le Hub, et l'ONF, le studio qui a fermé. Et essentiellement, un des enjeux majeurs, c'est celui-là de la propriété intellectuelle. Il y a 2 modèles. Il y a un modèle qui est le nôtre, ici, de façon majoritaire, qui est les artistes conservent la propriété intellectuelle, puis l'écosystème est là à leur service, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est là pour appuyer le développement, ouvrir certaines portes, etc., puis on leur offre des droits d'auteur quand on présente leur travail. Mais de l'autre côté, c'est plus le milieu industriel. La propriété intellectuelle, ce sont des producteurs. Donc, tu cèdes ton droit de propriété au producteur qui, lui, prend des risques financiers. C'est un peu le cinéma à l'américaine, là, Walt Disney. qui prend des risques financiers pour rentabiliser son investissement. Et en fait, il y a un clash. C'est comme impossible. Je ne vois pas comment, après des années, on n'arrive pas à se rencontrer. Quand tu veux travailler avec une entreprise qui lui, son gagne-pain, c'est la propriété intellectuelle, bien, c'est évident qu'il ne voudra pas que l'artiste parte avec ou la séparer, ou etc. Puis c'est bien normal, c'est ça, c'est le modèle sur lequel est basé tout l'échafaudage de l'organisation. Mais nous autres, c'est le contraire de l'autre côté. Fait qu'on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, la rencontre, on finit tout le temps par voguer en parallèle.
Et ça, c'est vraiment un des enjeux qu'on a remarqué, là, justement, dans les discussions avec l'ONF. À la fin, là, on essayait de vraiment faire une passerelle puis une façon de travailler ensemble sur certains projets où Sporaba aurait pu agir comme le labo pour faire la recherche initiale, etc. Mais c'est la question de propriété intellectuelle. C'était impossible de faire le maillage. On n'y arrivait pas. Donc, c'est vraiment un enjeu important. C'est pour ça que je parlais d'industrie tantôt puis d'imaginaire collectif. Ouais. L'apport technique et la question de d'où proviennent les propositions artistiques qui colonisent ces plateformes-là, appelons-les comme ça, ben c'est majoritairement industriel. C'est pensé pour une approche industrielle actuellement. Vraiment intéressant. Il nous resterait 2 minutes pour une question. Y a-t-il quelqu'un? On va passer le micro juste pour que ça passe du côté de l'Internet. L'industrie du disque a vécu exactement ça. Puis aujourd'hui, l'autoproduction est probablement la formule la plus intéressante à cause du développement des outils technologiques. Est-ce que tu penses que le développement des outils technologiques, avec l'intelligence artificielle, etc., va finir par changer la dynamique autour justement de la notion de propriété intellectuelle? Ou ben non, mais anticipons, là. Est-ce qu'on va arriver à ça? Parce qu'ils ont complètement manqué le bateau au niveau de l'industrie. Oui, la musique, en fait. Cet après-midi, j'ai une slide qui parle exactement de ça. On passe d'un piratage massif à un piratage légal. C'est-à-dire qu'on passe de 0,000 $ à 0,0004 $. Mais on a légalisé le piratage d'une certaine façon. Mais la question est vraiment vaste, Régent. C'est dans le sens que est-ce que l'IA va venir démocratiser l'accès à ces outils-là? Il y a 2 avenues possibles. Je regarde Sofiane en parlant parce qu'il est bien plus avancé que moi là-dessus. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que même Meta s'en va vers du open source. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible, même légalement, que ces outils-là soient acceptables socialement s'ils ne sont pas ouverts? Peut-être, ça va dépendre de la réaction publique, etc. Ce qui voudrait dire qu'il nous amènerait dans une autre dynamique complète que juste une captation de la valeur par des grands consortiums privés. Mais là, on est dans la science-fiction à l'heure actuelle. C'est difficile à dire, j'ai l'impression. Je suis absolument obligée d'arrêter ici. Je suis vraiment désolée. C'est comme, encore une fois, on a juste mis le orteil dans l'eau et on a envie d'aller plus loin. Merci beaucoup pour nous avoir présenté qui vous êtes. Merci aussi pour les questions, les portes que vous venez d'ouvrir. Puis en espérant que les échanges par la suite et aussi au 5 à 7 plus tard vont pouvoir aller un petit peu plus loin. La pause qu'on va avoir là, c'est 15 minutes. Puis après ça, au retour, on a Julie Favreau qui, en direct de Berlin, va venir nous parler de son dernier projet qu'elle a présenté au musée de Joliette. Donc, très excitée de voir ça avec vous. Donc, voilà, ça serait tout. Merci beaucoup, tout le monde.